bonjour Monsieur Connac. Merci de vous faire l'honneur de participer à cet instant Canopé aujourd'hui ici à la librairie Canopé de Paris. Très bien, bonjour. Ancien professeur des écoles, c'est ça? Maintenant à l'université de Montpellier. Qu'est-ce qui vous a amené à la coopération? Une histoire de vos classes ou... Bon, bonjour à tout le monde. Merci au réseau Canopé de m'inviter. Merci à tout le public nombreux et pas beaucoup varié d'un point de vue genré, mais pour consacrer votre mercredi après-midi à venir réfléchir aux questions pédagogiques. Qu'est-ce qui m'a attiré vers la coopération? J'ai pas spécialement été attiré par la coopération, plutôt par les questions à caractère pédagogique. Donc je pense que après c'est lié, dès lors qu'on se pose des questions pédagogiques, on en vient forcément à la coopération, sauf si on travaille pas avec des enfants ou des adolescents. Si on travaille avec des disques durs, effectivement la coopération c'est moins utile, mais dès lors qu'on essaye de penser des conditions d'apprentissage ou des conditions de sentiment d'aisance et de bien-être, on en vient forcément à se poser la question des relations, de l'organisation des relations de manière horizontale. Moi, j'ai commencé avant d'être enseignant, j'ai travaillé dans l'animation et l'éducation populaire. Et donc, même dans des contextes de loisirs où l'objectif, c'est pas de développer des apprentissages scolaires, on trouve un intérêt à développer ce qu'on appelle des relations horizontales entre les enfants, de manière à ce que ce qui se joue ne dépende pas d'une relation systématiquement dépendante à l'adulte, et qu'on puisse véritablement engager une éducation autonome, responsable, qui ne dépend pas de la présence d'un adulte. Je me souviens, juste jeune diplômé du BAFA, on s'était donné avec les collègues là du centre de vacances où j'étais, comme repère qu'il n'y avait pas de problème d'autorité pendant une activité. Lorsque les animateurs quittaient la salle où se déroulait l'activité, les enfants continuaient à faire l'activité sans changer leur quotidien. Donc c'est encore des trucs qui m'animent quand je travaille avec des profs des écoles ou des profs de collège et lycée. Donc voilà, je pense que le lien vers la coopération, dès lors qu'on se pose des questions pédagogiques, il est spontané pour tout le monde. Donc c'est plus la peine que je vous demande pourquoi débuter en coopération. Je pense quand même qu'un enseignant va y trouver des avantages à aller vers la coopération, et au-delà de ce que ça peut apporter à l'enfant, peut-être que d'autres avantages. Quand on parle d'un élève, ça veut dire qu'on se place dans un contexte scolaire. Derrière, il y a une utilité sociale de l'école. À quoi ça sert une école? Ça sert à ce que les élèves apprennent ce qui est fixé par ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, des programmes scolaires. Les organisations pédagogiques, les réflexions pédagogiques ne sont pas de même nature, avec un objectif centré sur des apprentissages scolaires. Et effectivement, quand on réfléchit à l'organisation de la coopération pour apprendre quelque chose qui est fixé dans des programmes, il y a des réponses qui sont différentes de celles qu'on peut avoir dans des contextes d'éducation familiale ou d'éducation non formelle. Alors, je peux montrer un élément. Pourquoi les organisations coopératives peuvent avoir une utilité pour un enseignant, un professionnel de l'éducation dont l'objectif est d'aider des élèves à apprendre ce qui est fixé par un programme. Donc on a à réfléchir avec des équipes là, on a identifié 4 grandes familles de réponses à cette question. À quoi ça servirait de penser et d'organiser des pédagogies de la coopération? Alors il y a beaucoup d'enseignants qui se tournent vers ces pratiques-là dans l'optique d'essayer d'apporter des éléments de réponse concrets à ce qui est le plus difficile aujourd'hui dans les écoles, c'est la gestion de l'hétérogénéité. Ce qui est demandé aux enseignants aujourd'hui est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus compliqué qu'au siècle dernier, parce qu'on demande à ce que chaque élève, quel que soit son profil, quelle que soit son histoire, puisse profiter de l'école. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus sociétalement handicapant de quitter l'école sans avoir réussi au moins un diplôme que ce que c'était 20 ans ou 30 ans en arrière. Et donc, ce changement sociétal, il repose pas sur le monde du travail ou le monde de la société, il repose sur les épaules des enseignants. C'est pour ça que il y en a plein qui pensaient qu'avant l'école c'était mieux. Oui, avant l'école c'était mieux parce que c'était beaucoup plus facile d'être enseignant avant. On demandait beaucoup moins de choses en termes de résultats aux enseignants il y a quelques années en arrière que maintenant. L'exigence la plus difficile, c'est comment arriver à faire progresser chaque enfant au sein d'un groupe hétérogène. Et tous les groupes humains, quelle que soit leur composition, sont hétérogènes. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais rencontré 2 enfants clonés. Et même, je suis sûr que s'ils étaient clonés, il y aurait peut-être des différences en termes de motivation. Et donc, cet enjeu, il est particulièrement criant aujourd'hui, d'autant plus qu'on est loin d'être les meilleurs du monde sur cette question-là.
En France, ce qui détermine aujourd'hui, le facteur premier qui détermine la réussite scolaire des élèves, c'est plus leur naissance. Un enfant bien né, entre guillemets, né dans une famille qui a participé à la transmission d'une culture proche de la culture de l'école, a beaucoup plus de chances de réussir les diplômes scolaires qu'un enfant qui serait né dans un autre contexte. Et ça, c'est un peu le marqueur de notre école. C'est-à-dire qu'on a du mal encore à aller à rebours de cette logique-là de reproduction sociale. Voilà. Et donc, la première raison, c'est pourquoi organiser de la coopération. Ça permettrait une alternative aux organisations qu'on connaît de différenciation, et notamment par le fait que si on ajoute dans la classe des relations entre les enfants, entre les élèves, ça diversifie la relation qu'on a avec les élèves dans la relation pédagogique. C'est-à-dire que les enfants, quand ils sont en train de travailler, ils peuvent solliciter l'enseignant, l'enseignante, mais ils peuvent aussi solliciter des camarades. Donc rien que ça multiplie par 2 les recours de possibilités de travail adaptés aux élèves. Donc il y a cette raison-là qui est donnée. Au niveau mondial, c'est pas quand on étudie les pédagogies de la coopération dans le monde, c'est pas la différenciation qui est la raison la plus donnée. Il y a énormément de pédagogues qui se sont intéressés à des approches pédagogiques qui ont pour objectif que les élèves apprennent à coopérer. C'est issu d'un courant nord-américain principalement qui s'appelle le cooperative learning, l'apprentissage coopératif. L'objectif, c'est pas que les élèves ils apprennent le français, de l'anglais, de l'histoire, des sciences, de l'EPS, c'est pas ça. L'objectif, c'est que les élèves développent ce que les Américains appellent des cooperative skills, c'est-à-dire des habiletés coopératives. Pourquoi ça se passe partout dans le monde comme ça et pas en France? C'est parce qu'il y a dans la plupart des systèmes éducatifs, il y a quelque chose qui n'est pas encore très présent chez nous. C'est le fait qu'on attend des enseignants qu'ils préparent les futurs employés sachant travailler avec des collègues de travail. Et ça, en France, avec le poids de notre culture sur les savoirs scolaires, on l'a un peu, on l'a dans quelques disciplines, mais on est loin de l'avoir de manière aussi affirmée qu'ailleurs. Et même la question, il y en a plein qui interrogent, est-ce que l'école est une propédeutique du monde du travail? Et est-ce que l'école doit préparer des élèves à s'insérer de manière rapide et efficace dans le monde du travail? En France, il y a beaucoup de philosophes de l'éducation qui interrogent cette notion-là. Mais quand on regarde sur Internet, qu'est-ce qui se dit sur les pédagogies de la coopération, on tombe beaucoup sur, par exemple, une technique comme celle du jigsaw. Si vous connaissez le jigsaw, la classe puzzle, là, ça peut être représenté comme ça. Jigsaw s'écrit J-I-G-S-A-W. C'est une technique pédagogique qui a été introduite aux États-Unis par un pédagogue qui s'appelle Elliot Aronson et qui se déroule en plusieurs étapes sur un seul cours, une seule séance. Il faut au départ un contenu qui est séparé en, on va dire là, 8 documents. Document A, document B, document C, document D, etc. Et donc, dans un premier temps, on met les élèves par groupe, et on donne à chaque groupe un document. Et on dit aux élèves, voilà, d'abord vous vous appropriez ce document individuellement, et puis vous en discutez entre vous, de manière à ce que chacun soit expert du document que vous avez étudié. Donc ça dure, en fonction de la longueur du support, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Bon. Deuxième temps, c'est là où le jigsaw intervient, on constitue des groupes mixés. On reconstitue des groupes où à l'intérieur de ces nouveaux groupes, il y a un représentant de chaque premier groupe. Si vous voyez la logique là. Et là, ce qui est dit aux élèves, c'est puisque tu es le seul qui représente le document que tu as étudié, c'est toi qui vas l'expliquer aux copains qui n'ont pas eu connaissance. Et à la fin, on demande à ces groupes mixés de faire une affiche, souvent c'est ça qui est demandé, qui représente la totalité des contenus des 8 documents. Donc, c'est un exemple du cooperative learning. Il y a plein de techniques, il y a des centaines de techniques comme le jigsaw issu de ce courant-là. C'est une approche qui s'appuie sur 2 logiques pédagogiques. La première, c'est l'interdépendance positive. Vous comprenez bien que l'équipe 1, là, a besoin de chaque représentant pour pouvoir s'approprier la totalité du contenu. Chacun a besoin des autres. Tout seul, le meilleur d'une équipe ne peut pas inventer ce que les autres ne lui ont pas encore dit. Donc ça, c'est le premier principe, l'interdépendance positive. Et le deuxième principe, c'est la responsabilité individuelle. On imagine si cet élève-là, en bleu, n'est pas sérieux dans sa façon de transmettre, il handicape toute son équipe. Et donc cette technique-là du jigsaw, introduite par Elliot Aronson, elle a été introduite au départ pour favoriser la connaissance et la reconnaissance réciproque de populations américaines différentes. Donc l'objectif, c'était que des personnes, par ce principe d'interdépendance positive, puissent se dire « mon voisin, il est différent de moi, et en fait c'est vachement intéressant qu'il soit différent de moi », plutôt que chacun reste dans sa communauté et puis dénigre la communauté adverse. Donc on voit bien qu'on est dans cette logique coopérer pour apprendre à coopérer. Et ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de l'étudier,
c'est que il y a des enseignants, notamment en France, qui se servent de ce jigsaw mais pour enseigner des SVT, de l'éducation musicale. Et donc là, ça pose des problèmes parce que c'est pas fait pour ça. Et quand on se sert de cette technique telle que je viens rapidement de l'expliquer, il y a un problème qui arrive à la fin, c'est que les élèves ont principalement retenu ce qu'ils ont enseigné. Et voire même, ils ont complètement oublié ce que leurs copains et copines ont essayé de leur transmettre. Et donc ça marche pas bien en fait ce truc-là. Donc on essaye avec des enseignants là, on essaye au sein du collectif de cahiers pédagogiques là, on essaye d'étudier une évolution de la technique du jigsaw, mais qui serait appliquée non pas au développement d'habiletés coopératives, mais plutôt d'objectifs basés sur de la transmission de contenu scolaire. Au niveau mondial, c'est la raison la plus souvent référée. On utilise des pédagogies de la coopération pour que les élèves quittent l'école en sachant coopérer. En France, il y a une troisième raison qui ressort, c'est lié au projet de l'école de la République, c'est faire de l'éducation à la citoyenneté en faisant vivre la citoyenneté, on a notamment développé des valeurs autour de la fraternité qui s'appuient sur deux déclinaisons la plupart du temps. D'un côté de la solidarité, les enfants qui passent par l'école se rendent compte que face à une difficulté qui nous concerne tous, on sera plus fort en étant solidaire qu'en étant chacun dans son coin. C'est l'idée de solidarité. Et puis l'idée de générosité qui consiste à ne rechercher une satisfaction qu'à travers le don de soi à l'autre qui en manifeste l'intérêt. Et le don de soi gratuit. De ne pas être dans une logique de relation comptable, systématique. Mais de se rendre compte que être humain, c'est aussi accepter de donner un peu de soi sans entendre systématiquement quelque chose en retour. Donc ça, c'est des éléments très forts qui peuvent être donnés par des enseignants. Il y a une dimension un peu politique derrière cette dimension fraternelle. Et puis il y a une autre raison qui va un peu nous occuper aujourd'hui, c'est que les organisations coopératives, certaines en tout cas, et sous certaines conditions, peuvent participer à la facilitation du lien entre enseigner et apprendre. Ce sont des éléments qu'on essaye d'étudier, mais un enseignant qui utilise des pédagogies de la coopération peut rendre plus facile pour les élèves le fait d'apprendre quelque chose. Bon, j'imagine qu'on va voir ça aujourd'hui. Il y a trois grandes raisons qui peuvent justifier ce lien entre coopération et apprentissage. La première, c'est lorsqu'on essaye de faire quelque chose. C'est devoir, par exemple, ou un exercice, et qu'on n'y arrive pas. Quand on est tout seul, on est coincé. Donc le fait d'être dans un groupe où il y a de la coopération, ça donne la possibilité rapide aux élèves, même si l'enseignant n'est pas disponible, d'obtenir une information qui a un statut de déblocage. Alors souvent, on utilise, je l'ai vu dans le supermarché à côté de chez moi, une expression pour dire ça, c'est de la coopération. Seul on va vite, ensemble on va loin. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ce truc-là. Bon. Alors, d'un point de vue du commerce, peut-être que ça marche, mais dans nos métiers, ça marche pas du tout, ce truc-là. Seul on va vite, ensemble on va loin. Alors, seul on va vite, si on n'a pas de difficulté, quand tout va bien pour nous, oui, on va vite. Mais dès lors qu'on rencontre une difficulté, vous avez, j'imagine, chacun rencontré des élèves qui, par exemple, comprennent pas le mot d'une consigne ou n'ont pas entendu la consigne. C'est pas qu'ils vont vite, c'est qu'ils font pas les choses. Et si ça se répète, même ils régressent. Donc, seul on va vite si tout va bien, et ensemble on va loin, ça dépend avec qui on est. Moi, plein de fois, j'ai eu la certitude qu'en étant obligé de travailler avec d'autres personnes, je serais allé plus loin seul qu'avec eux. Et j'imagine que c'est réciproque pour eux me concernant. Vous voyez ? Donc, seul on va vite, pas forcément. Ensemble on va loin, pas forcément non plus. Le principe de la coopération, c'est de donner la possibilité à des élèves de pouvoir obtenir un soutien, une aide, une information qui les débloque face à une difficulté qui les empêche d'aller plus loin. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est ce qu'on retrouve avec l'entraide, qui est une forme de coopération. Lorsque je suis en situation d'entraide avec quelqu'un, j'obtiens des informations par son intermédiaire, parce qu'il est différent de moi, de la même manière que lui obtient aussi des éclairages que je lui apporte de par mon vécu, qu'il n'aurait jamais eu tout seul. Donc ça, c'est la deuxième fonction, c'est ce qu'on appelle de l'enrichissement réciproque. Quand on se pose c'est beaucoup utilisé dans le monde du travail, quand on veut développer par exemple une stratégie de développement d'une association, d'une entreprise ou d'un service, c'est beaucoup plus pertinent de se mettre à plusieurs et de se poser la même question à plusieurs, qu'il y ait un brassage des idées différentes, de manière à choisir dans un éventail plus large, plutôt que de confier ce travail de réflexion, même à la personne la plus compétente du groupe.
C'est l'avantage de l'entraide. Et la troisième et dernière, qui a été la plus travaillée par les psychologues de l'éducation, c'est la coopération par la valorisation des conflits. Si on veut apprendre quelque chose dans nos vies, quel que soit ce qu'on veut apprendre, on a besoin de rencontrer des obstacles. Si on vit avec quelqu'un qui est toujours d'accord avec nous, qui ne nous pose jamais de problème, avec qui la vie est un long fleuve tranquille, alors peut-être qu'on va kiffer sa life, quoique, mais en tout cas, c'est sûr, on n'apprendra rien. Alors dans la vie de tous les jours, ne rien apprendre, c'est pas un problème. À l'école, ça l'est, parce que pourquoi les enfants viennent à l'école, pourquoi les familles envoient leurs enfants à l'école, c'est pour qu'ils puissent apprendre quelque chose. Et apprendre, ça passe par une reconfiguration de ce qu'on pensait savoir au début, mais cette configuration, elle n'est jamais magique. Elle a besoin de naître de la confrontation à quelque chose qui nous fait prendre confiance, qu'on bloque. Et la coopération a cet intérêt, notamment le travail en groupe, le fait de donner la possibilité à des enfants forcément différents d'échanger leurs réponses sur une même question et de se rendre compte souvent, avec de la surprise, que le copain, c'est un super copain, mais c'est bizarre, il n'a pas la même réponse que moi. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la coopération? Et puis, est-ce que c'est quelque chose de commun? Est-ce que c'est... Alors, il y a plein d'images qui circulent sur la coopération. Celle-là, c'est peut-être la plus fidèle. Là, on appelle ça la bande dessinée des deux ânes. J'imagine qu'il a déjà croisé ou l'équivalent. Et quand je dis qu'est-ce que c'est peut-être aussi par rapport à la collaboration. Ah oui. On confond souvent. Coopérer, étymologiquement, c'est agir avec. À chaque fois qu'il y a un partage de situation avec quelqu'un, on est dans des logiques de coopération. Alors le souci, c'est que il suffit pas d'être en relation avec quelqu'un pour que ce soit de la coopération. Par exemple, quand on travaille avec quelqu'un, la façon dont on interagit dans une logique de travail n'est pas forcément coopérative. Parce qu'il y a une stratégie qui est très intelligente pour organiser du travail avec d'autres, c'est de voir qui est compétent dans quel domaine, où se cachent les talents, et de répartir le travail, pas de manière stakhanoviste, mais de répartir le travail en fonction des talents des uns et des autres. Et donc, c'est très intelligent dans une association, par exemple, que ce soit celui qui soit un peu accroché avec les histoires de calcul, qui soit trésorier, que ce soit quelqu'un qui soit plutôt à l'aise dans la communication numérique, qui soit secrétaire, que ce soit quelqu'un qui n'ait pas trop de problèmes pour gérer les relations humaines, qui soit président. Voilà. Mais si c'est quelqu'un qui est familier, coutumier avec les chiffres, et par contre qui ne supporte pas le conflit, qui devient président, il risque d'y avoir des soucis dans la gestion de l'association. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que on organise du travail à plusieurs. C'est très intelligent de se répartir le travail en fonction de ce que chacun veut faire et sait faire, et par ses expériences, mais ça ne se traduit pas forcément par un agir conjoint. Quand le trésorier il fait ses calculs de compta, il n'a pas besoin à côté de lui d'avoir le président qui vérifie son travail. Les vérifications, ça se fait sur des instances dans les assemblées générales, par exemple. Réciproquement, le président n'a pas toujours besoin d'avoir à côté de lui le secrétaire pour réfléchir à l'animation de l'association. Et donc, on peut très bien interagir sans coopérer. Lorsque l'interaction est orientée vers un but commun, c'est ça qu'on appelle de la collaboration. Collaborer, c'est travailler avec. Et pour travailler avec quelqu'un, on n'est pas obligé d'être tout le temps avec lui ou avec elle. Donc on n'est pas obligé de tout le temps coopérer. Dans le monde du travail, on parle beaucoup de collaboration, de collaborateurs, de collaboratrices. C'est intelligent de dire à chaque membre d'un service, d'un collectif, ton avis est important. Ce que tu peux apporter au collectif est très riche. Même si c'est différent, c'est très riche. C'est important à deux niveaux. C'est important au niveau du développement du collectif et c'est important aussi sur le sentiment de reconnaissance de chaque membre participant à ce collectif. C'est une façon de lutter la collaboration contre le sentiment de souffrance au travail, par exemple. Je me sens reconnu puisqu'on me donne la parole et on écoute la parole que j'arrive à donner. Sauf que dans les faits, une fois de plus, des personnes qui font partie de ce même service n'agissent pas tout le temps les uns sur les autres. Donc ça, c'est la notion de collaboration. Sur la notion de coopération, la coopération, c'est quelque chose qui est tellement présent qu'on ne le voit pas. On est tout le temps en train de coopérer. Pourquoi ? Parce nous sommes des êtres humains. Et ce qui détermine notre identité humaine, c'est le fait que nous sommes doués et en attente de coopération. Mais ça, c'est pas le cas que pour nous, c'est le cas pour tout ce qui est vivant. Que ce soit dans le monde animal ou dans le monde végétal. Tout ce qui est vivant se détermine par des capacités coopératives.
Et donc, il y a des chercheurs en éducation qui travaillent sur la coopération, mais on est bien loin de l'avancée réflexive de ce qui se fait dans d'autres disciplines, notamment en biologie, en anthropologie, en philosophie, en économie, en politique. Ça fait bien plus longtemps que dans nos secteurs que ces disciplines-là réfléchissent à la coopération. Et donc, lorsqu'on s'amuse à essayer de croiser les définitions de la notion de coopération dans des secteurs différents, on arrive à ces trois caractéristiques. Il y aurait un comportement coopératif à la croisée de ces trois déterminants. Le premier, c'est ce qu'on a appelé une action combinée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas coopérer tout seul. Ça n'a pas de sens. Ça ne s'appelle pas de la coopération quand on réfléchit avec soi-même. Donc, il y a besoin qu'il y ait des interactions. La deuxième caractéristique, c'est que une coopération, ça répond à une intention personnelle. Pour le dire autrement, on coopère pour soi. Quel intérêt il y aurait à coopérer si on n'a pas besoin de l'autre? Si je peux faire tout seul ce qu'on me demande sans les autres, pourquoi le faire avec les autres? Et ça, là, cette petite idée, elle est très perturbante dans le monde de l'éducation. Parce que plein de fois, et ça cause plein de problèmes, ce truc-là, des enseignants trouvent judicieux d'obliger leurs élèves, par exemple, à être dans un groupe. Et il y a plein d'élèves, moi, qui me disent en entretien, mais j'en ai pas besoin de ça. Je serais plus efficace tout seul. Et effectivement, dans les classes où la coopération est introduite, si les élèves en ont besoin, il n'y a pas ces problèmes-là. Et les élèves peuvent travailler tout seuls et aller aussi loin qu'ils le peuvent seuls et s'appuyer sur la force du groupe et de la coopération lorsque leur activité individuelle est insuffisante au regard des objectifs qui se fixent ou que l'école leur a fixés. Donc cette deuxième caractéristique, c'est la coopération née d'une initiative de celui qui ressent le besoin de coopérer. Et ça, on le voit à chaque fois lorsqu'on observe là où il y a le plus de coopération dans le monde, c'est la coopération animale. Quand on observe deux animaux de la même espèce ou des espèces différentes en train de coopérer, je peux vous garantir, il n'y a jamais un prof derrière qui les oblige à coopérer. Ben, c'est justement parce qu'il n'y a personne derrière qui les oblige à le faire que c'est devenu un comportement spontané. Et qu'il n'y a pas besoin de se poser la question, comment faire prendre conscience aux élèves de coopérer? C'est justement en se posant pas cette question que les élèves, spontanément, ils trouvent leur intérêt à solliciter d'autres camarades pour travailler ensemble. C'est un peu paradoxal, ce truc-là. Et la troisième caractéristique, c'est qu'il faut que la coopération, ça serve à quelque chose. C'est-à-dire que c'est un bénéfice. Parce que si, effectivement, je coopère avec quelqu'un ou dans une équipe et que je me rends compte que j'aurais été plus efficace, que ça aurait été plus agréable seul qu'avec les autres, bien évidemment qu'il faut que j'arrête de coopérer. Ça, ce sont les trois caractéristiques d'une situation coopérative. Et parce qu'il y a ce bénéfice individuel, c'est là où on rejoint ce qui nous préoccupe. C'est complètement, la coopération est complètement pertinente avec l'idée d'apprentissage. Pourquoi? Parce que on ne peut apprendre que par soi-même. Donc justement, en matière d'apprentissage, demain, je vais me retrouver dans ma classe. Je suis intéressée par la coopération, mais comment je vais faire coopérer mes élèves? En les mettant autour d'une table, tous ensemble? Alors, il y a un premier élément déjà qui intervient, c'est que on n'a pas à faire coopérer les élèves. Sauf dans quelques disciplines, par exemple le chant choral ou certaines activités sportives. Je vois pas comment on peut faire du handball tout seul. Enfin, c'est du tennis tout seul face à un mur assez rapidement, c'est pas terrible. Mais rien ne nous oblige à faire coopérer les élèves. En revanche, certains élèves, la plupart même souvent, ça va leur être beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile et beaucoup plus motivant de travailler en coopération que de travailler tout seul. Donc le fait de leur expliquer que c'est possible sous certaines conditions. Par exemple, tu peux coopérer mais tu chuchotes parce que tu n'es pas tout seul. On peut expliquer aux élèves comment et dans quelles conditions ils peuvent coopérer, mais ensuite, s'ils pensent qu'ils seront plus efficaces sans coopération en travaillant tout seul qu'en travaillant avec les autres, ben c'est leur histoire, c'est eux qui doivent apprendre. Dans une classe, c'est pas le prof qui doit apprendre à la place des élèves. Le prof, il est là pour mettre en place toutes les conditions pédagogiques et de transmission pour que les élèves puissent arriver à faire ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire apprendre. Donc peut-être que le premier élément, il serait de cet ordre-là. Le deuxième élément, peut-être, il serait, je reviens sur la différence entre coopération et collaboration. Si la coopération, c'est ça, on retrouve les trois éléments dont on a parlé tout à l'heure. Une collaboration, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. C'est-à-dire une collaboration, c'est on a un but commun. Là, le but commun, il est représenté par le fait de vouloir remplir cette bassine-là. Ça, c'est notre but commun et c'est très intelligent et jamais facile de faire en sorte que tout le monde puisse ouvrir son tuyau plutôt que ce soit un seul qui le fasse, même s'il est très puissant. On sera beaucoup plus efficace en étant plusieurs à contribuer plutôt que quelques-uns seulement. Donc c'est pour ça que la collaboration, elle est particulièrement intelligente.
termes de stratégie, travail à plusieurs. Donc les caractéristiques là qu'on a pu identifier sur la notion de collaboration. Alors on peut pas collaborer tout seul, c'est peut-être le seul point commun avec la coopération. Il y a un but commun dans la collaboration, alors qu'il y a un but individuel pour la coopération. Une collaboration, on l'a vu un peu tout à l'heure, elle s'organise par une division du travail en fonction des talents des uns et des autres, et elle est particulièrement intéressante pour essayer de réaliser au mieux quelque chose, en termes de qualité, en termes de rapidité, en termes de confort des personnes. Tout ça, c'est pour ça que dans le monde du travail, c'est là un chef d'établissement, un chef d'équipe, un président d'association, un directeur d'unité, il a tout intérêt à organiser de la collaboration. S'il n'y a pas de la collaboration, c'est ce qu'on appelle de la coordination. La différence entre de la coordination et de la collaboration, c'est que dans la coordination, l'information passe systématiquement par la personne qui a ce statut de coordonnateur. Et c'est lui ou elle qui s'occupe de digérer l'information et de la répartir en fonction de ce qu'il juge pertinent pour l'efficacité du service. Donc c'est le plus simple, mais par contre, c'est beaucoup moins efficace et ça donne la mauvaise impression aux partenaires du travail qu'ils sont des exécutants de quelque chose qui a été pensé et digéré par une seule personne. Il s'est coûté pour le coordonnateur, mais souvent c'est lui qui est le plus payé. Donc il s'y retrouve de ce côté-là. Donc voilà un peu les repères qui permettent de distinguer coopération et collaboration. Mais ta question c'était demain dans la classe. Alors rien déjà ne t'oblige à faire coopérer les élèves. Si tu veux les faire coopérer, ça peut être intéressant de le faire sur le principe de si vous voulez, mais ça suffit pas. Et un autre élément, c'est attention à pas confondre coopération et collaboration. Alors ça, je m'appuie beaucoup là sur les travaux de la thèse d'état de Philippe Mérieux, qui a fait son travail, il l'a soutenu en 1983. C'est pas jeune, hein. Moi, j'avais 11 ans. Il a soutenu en 1983 et il a expliqué quelque chose qui nous parle encore de manière très forte aujourd'hui, c'est que quel que soit l'âge des enfants, même avec des adultes, quel que soit le contenu qu'on veut travailler, quelle que soit la consigne passée, quand on met 4 personnes autour d'une table en leur demandant de faire quelque chose ensemble, en moins de 30 secondes, elles se répartissent 4 fonctions. Les concepteurs, les exécutants, les chômeurs, les gêneurs. Les concepteurs, ce sont les élèves qui vont essayer de résoudre la tâche. Alors, qui devient concepteur? C'est pas quelqu'un qui dit « moi je serai concepteur », c'est pas ça. C'est le groupe qui s'entend tacitement pour dire « ça sera toi là le concepteur ». Pourquoi ça tombe sur lui ou sur elle? C'est parce que c'est reconnu comme étant le plus compétent. Alors c'est pas au sens de Kurt Lewin avec les dynamiques de groupe. C'est pas un leader, un coach. C'est pas ça. C'est le concepteur, c'est celui qui va être reconnu par ses partenaires comme étant le plus compétent pour pouvoir résoudre de manière rapide, efficace et correcte le problème qui se pose au groupe. Et donc, vers qui on se destine? Vers celui ou celle qu'on estime le plus fort pour le faire. Voilà. Donc le concepteur, très bien, il va faire ça. Les exécutants, qu'est-ce qu'ils font? Les exécutants, c'est des élèves qui vont participer, mais ils vont participer pour rendre le travail du concepteur plus facile. Donc ils vont investir ce qu'on appelle des tâches subalternes, prendre des notes, chercher dans un dictionnaire, colorier, enfin voilà, des tâches subalternes qui sont absolument nécessaires à la tâche, mais par contre, ils ne vont pas se poser des questions qui ont un rapport étroit avec ce que l'enseignant veut que les élèves travaillent. Ils vont faire autre chose, qui est très utile pour ce qu'il faut faire, mais par contre qui n'a pas de lien avec ce qu'il faut apprendre. Quand je demande à des élèves, j'ai étudié dans une école à Paris il y a quelques années, là, une situation où il y avait l'enseignante, elle faisait travailler des élèves sur des exercices avec des homonymes, et donc il fallait trouver la différence entre vert, voilà, des choses comme ça. On voit bien, à chaque fois, il y avait un élève qui essayait de résoudre le truc en fonction de son passé, et quand il avait un doute, hop, il se tourne vers d'autres élèves qui avaient récupéré les dictionnaires, et qui cherchaient dans le dictionnaire où se trouvait le mot, de manière non pas à lire la définition, mais à montrer la définition au concepteur. Et quand j'ai demandé à ces enfants exécutants, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Aucun ne m'a parlé des synonymes. Par contre, tous ont parlé des techniques pour trouver le plus rapidement possible un mot dans un dictionnaire, ce qui n'a pas de lien avec ce que l'enseignant voulait travailler. Donc les concepteurs, les exécutants, les chômeurs. Alors les chômeurs, c'est un terme un peu dévalorisant, mais ça représente surtout
des élèves qui se mettent eux-mêmes dans une position de chômeur. Pourquoi? C'est suite à ce qu'on appelle à des postures d'autocensure. C'est-à-dire eux-mêmes s'estiment pas suffisamment compétents pour pouvoir participer au travail du groupe. Et c'est dans cette catégorie-là qu'on trouve le plus souvent les élèves qui sont étiquetés par l'école comme étant en difficulté. Puisque je suis en difficulté, je ne vais pas déranger le travail de mes copains concepteurs et exécutants, je vais me mettre en retrait, je vais écouter sagement, de manière à ce que le travail de mon équipe soit efficace. Et donc pareil, même sanction, c'est-à-dire ce sont des élèves qui à la fin n'ont pas travaillé cognitivement, ils ont vu ce qui s'était passé, mais ils n'ont pas pu s'engager de manière suffisamment importante dans l'activité. Et les gêneurs, les derniers, sont des élèves qui se mettent en retrait, mais qui acceptent pas trop la passivité et qui vont parasiter la situation pour que le temps passe plus vite. Les seuls qui peuvent espérer apprendre quelque chose sont les concepteurs, parce que c'est les seuls qui se sont véritablement posé des questions. Mais au final, ils apprennent pas grand-chose parce qu'ils le savaient déjà, ou ils en savaient beaucoup. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que malheureusement, on retrouve des assignations sociales derrière ces fonctions. C'est-à-dire que, je le dis de manière schématique et caricaturale, c'est pas systématiquement le cas, bien évidemment. Mais les enfants de profs, ils sont souvent concepteurs. C'est pas un problème, ça. Là où ça devient un problème, c'est quand on se rend compte que, en suivant les enfants qui sont issus des familles pauvres ou très pauvres, c'est là où on les retrouve statistiquement le plus derrière les fonctions de chômeurs et de gêneurs. C'est-à-dire que les organisations collaboratives en classe, où on essaye de motiver le travail des élèves en mettant en place des pédagogies actives où ils doivent fabriquer à plusieurs quelque chose, elles ont deux énormes problèmes. Le premier, c'est que les élèves n'apprennent rien, donc ils n'apprennent pas ce qu'on attend d'eux. Et le deuxième problème, c'est que ça contribue de manière très rapide et fulgurante à l'augmentation et la reproduction des inégalités sociales. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est ce que ça produit. Et donc, demain, tu pourrais expliquer aux élèves qui peuvent coopérer, tu pourrais ne pas les obliger à le faire, mais pour éviter que les élèves collaborent, il n'y a qu'une solution, c'est de leur dire, une fois que vous serez entraînés, soit seul, soit avec d'autres, je vous donnerai une petite consigne que vous devrez faire tout seul. C'est la finalisation individuelle. On coopère pour soi. Et c'est justement parce que dès le début, les élèves savent qu'ils auront quelque chose à rendre individuellement, que lorsqu'ils vont choisir de coopérer, ils vont faire attention de ne pas occuper une posture qui va les empêcher d'apprendre. Les travaux de Philippe Mérieux, là, et oui, c'est les conséquences fâcheuses des organisations collaboratives appliquées. Ouais. Et ouais. Parce que là, dans une coopération, il ne peut pas y avoir de répartition. Parce que si on se répartit le travail quand on veut essayer d'apprendre quelque chose, comment, par exemple avec le Jigsaw, c'est le problème du Jigsaw, qui est une organisation collaborative. Comment vous voulez qu'un élève qui n'a pas étudié le document B s'approprie le contenu du document B? Il suffira même pas que ce soit un copain qui lui dise pour que ça suffise, qu'il le comprenne et qu'il se l'approprie. Apprendre, c'est une activité intellectuelle très dense qui demande un engagement total pour comprendre et un engagement durable pour mémoriser. Et ça, personne ne peut le faire à la place d'un élève. L'apprentissage, ça fonctionne pas comme le Bluetooth. Il suffit pas d'être à côté de quelqu'un qui sait pour récupérer cette information. Ça marche pas comme une maladie contagieuse. Il suffit pas d'être à côté de quelqu'un qui connaît la définition des synonymes pour se frotter à lui ou à elle, et puis hop, être contaminé par la définition. Ça marche pas du tout comme ça. Apprendre, c'est Jean-Pierre Astolfi qui expliquait ça. Il prenait la traduction espagnole. Apprendre, c'est appréhender, mais avec le sens du voleur. Si on veut l'appréhender, il faut lui courir après, l'attraper et pas le lâcher. Parce que si on le lâche, il s'en va. Et ça, personne d'autre qu'un élève ne peut le faire. La seule chose qu'on peut faire pour aider cet élève-là, c'est de lui expliquer comment ça marche et le mettre dans les conditions optimales pour que ça puisse se produire. Mais au final, il n'y a que lui qui pourra apprendre. Peut-être que les pédagogies actives sont plutôt collaboratives que coopératives. Alors, les pédagogies actives, c'est des pédagogies où on tente de rendre les élèves actifs pour apprendre. Dans la diversité des pratiques là, de la pédagogie freinée, il y a quelqu'un qui s'appelle Bernard Collot qui disait que c'est ce qu'on appelle les pédagogies actives, une pédagogie du deuxième type. La pédagogie du premier type, c'est la pédagogie de l'école assise, qu'on appelle souvent l'école verticale, où les élèves reçoivent des informations tout le temps. Ça peut servir à certains, le problème c'est que c'est faiblement efficace. Quand on participe à une conférence, on retient très peu de trucs à la fin de la conférence, surtout 48 heures après.
Et oui, mais c'est pour ça qu'on filme. Donc le film, c'est à ma mémoire. C'est effectivement dommage, mais parce que nous sommes tous des êtres humains, on n'a pas d'autre solution. Et j'ai envie de dire, ça il faut pas le répéter, mais si ça marchait comme ça, si un cours magistral était efficace, là aujourd'hui en 2023, on serait tous au chômage. Parce que YouTube est meilleur que nous. Et les solutions numériques sont beaucoup plus fortes et en plus, d'un point de vue politique, 1000 fois moins coûteuses que l'école. Acheter même la dernière tablette, dernier cri, pour chaque élève, ça coûte moins cher qu'un mois de salaire par enseignant. Donc oui, ça marche pas comme ça, mais heureusement pour nous aussi que ça marche pas comme ça. Donc, pédagogie du premier type, c'est pas très efficace, mais c'est traditionnel. Voilà, on a cette habitude. Pédagogie du deuxième type, pédagogie active, ça commence à devenir intéressant en termes de plaisir et d'engagement des élèves. Mais le souci, et ça les collègues chercheurs récemment bien souligné, c'est qu'il suffit pas d'être actif pour apprendre. Au début du XXe siècle, il y avait une pédagogie bien connue, que vous connaissez. La défenseur de cette pédagogie, elle disait, pour apprendre, le savoir passe de la main, rentre dans la main et monte jusqu'au cerveau. Si vous voyez qui avait dit ça, c'est Maria Montessori. C'est-à-dire justifier le fait que, en manipulant du matériel, on apprend. Donc les pédagogies actives sont nées de cette période où on a rendu actif l'activité scolaire. Donc ça a été un plus. Sauf que plus d'un siècle est passé. Il y a eu plein de recherches, notamment des recherches sur la cognition, et on s'est rendu compte qu'on pouvait être actif et manipuler des trucs qu'on savait déjà. S'il n'y a pas de déstabilisation cognitive, il n'y aura pas d'apprentissage. Il suffit pas de travailler à son rythme pour apprendre quelque chose. Parce qu'on peut travailler avec un rythme de croisière. C'est-à-dire réutiliser des habiletés que l'on maîtrise déjà très bien. Alors certes, on les renforce, on les consolide, mais on reste dans le même schéma d'apprentissage. On n'apprend rien de nouveau. C'est pour ça que les pédagogies actives, elles sont très souvent insuffisantes, voire même piégeuses. Et c'est le cas des pédagogies actives collaboratives. Pourquoi c'est piégeux? C'est tout simplement parce que quand on dit à des élèves, voilà, vous vous mettez en équipe et puis vous faites un exposé à 3, il y a des élèves qui vont tomber dans le panneau de penser que le plus important, c'est de faire un bel exposé. Alors que non, le plus important, c'est que chacun retire des expériences cognitives à travers cette expérience-là de l'exposé partagé. Que l'exposé soit magnifique, mais qu'il y ait qu'un élève qui ait appris et les deux autres non, ben, pédagogiquement, c'est pas bon. Il vaut mieux que l'exposé soit pas terrible et que chaque élève ait profité de cette expérience pour progresser individuellement. C'est pour ça que les pédagogies actives qui sont nées maintenant il y a bien longtemps, elles ont dopé les réflexions pédagogiques, mais aujourd'hui, on voit bien que c'est insuffisant. Celui qui décrit le mieux les limites actuelles, reconnues actuelles des pédagogies actives, c'est mon collègue là, qui s'appelle André Tricot. Vous devez avoir ici à Canopée la collection qui s'appelle Mythes et réalités. Lui, en tant que chercheur sur la cognition, il explique bien que les pédagogies actives, certes, elles peuvent être motivantes, mais il suffit pas d'être motivé pour apprendre. La cognition, c'est quelque chose de beaucoup plus précis, en fait, comme activité. Du coup, dans ma classe, je leur fais un petit exercice à la fin. Mais comment j'articule la période d'apprentissage? Je les fais jamais, je fais jamais travailler entre eux. Comment je fais? Est-ce que vous avez des retours sur des choses qui fonctionnent? Alors, en pédagogie, on a des vraisemblances, c'est-à-dire que quand on fait des recherches en pédagogie, on fait le deuil de l'efficacité. C'est-à-dire que dans des contextes où on fait des études avec certains élèves, certains enseignants dans certains établissements, on arrive à se rendre compte que les façons de faire travailler les élèves, des consignes passées, semblent plus intéressantes pour les apprentissages des élèves que d'autres. Mais rien ne dit que ce qu'on a observé dans un contexte soit transférable dans tous les autres contextes. Donc oui, on observe des améliorations, mais qui sont... c'est ce qu'on appelle des vraisemblances. Ce ne sont pas du tout des preuves. Même si mon travail, c'est de faire des publications scientifiques. Quand on essaye de croiser un petit peu les vraisemblances autour des recherches en pédagogie, on se rend compte que les organisations du travail des élèves dépendent aussi de la définition qu'on donne à l'acte d'apprendre. Et apprendre, ça correspondrait, je le fais rapidement, à 4 activités cognitives. La première, c'est ce qu'on appelle de l'attention, de la concentration. Si on n'est pas attentif ou concentré, si on dort, on n'aura pas accès à l'information. Donc c'est sûr que la consigne que tu vas donner, on va passer à travers. Et donc on ne pourra pas par magie rentrer dans l'activité attendue. Donc là, ça fait référence à tous les travaux là de Jean-Philippe Lachaud, qui a développé la thèse que l'attention, c'était pas inné.
Ça s'apprenait. Donc, il a mis à disposition des communautés enseignantes des protocoles de formation des élèves aux habiletés attentionnelles. Donc, en début d'année, de mettre en place des sessions où on sensibilise les élèves à comment on fait pour se concentrer sur une consigne en arrivant à faire abstraction de ce qu'il appelle les phénomènes parasites, c'est pas du temps perdu. Parce que ça donne la possibilité de démocratiser l'entrée dans les apprentissages. Par exemple, là, aujourd'hui, là, en ce moment, tous ceux qui entendent plus les bruits de moteurs de voitures et des camions dans la rue que ce qui se passe entre nous dans la discussion, il y a des problèmes d'habileté attentionnelle. Et il y a plein d'enfants qui ont ces soucis-là. Donc ça s'entraîne, ça s'exerce. La deuxième activité cognitive, c'est la compréhension. Et pour apprendre, on a besoin de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre ? Comprendre, c'est mettre du sens. Et qu'est-ce que ça veut dire mettre du sens ? Ça veut dire arriver à créer un lien entre ce que j'ai déjà vécu dans mes expériences personnelles et cette information ou ce réseau d'informations que m'apporte l'environnement dans lequel je me trouve. Si j'arrive à créer du lien, je crée du sens parce que, au niveau physiologique, ça se traduit tout simplement par la création de synapses. C'est-à-dire, il y a des réseaux de neurones qui jusque-là étaient séparés, qui arrivent à créer du lien. Et ce moment-là où du lien se fait, ça libérerait ce qu'on appelle de l'ocytocine et de la dopamine, qui créerait ce sentiment de plaisir d'avoir compris quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est de la compréhension. Et alors, c'est intéressant ce sentiment de plaisir-là, parce que ça crée de l'addiction. Et c'est super qu'on devienne accro à ça. Et les bons élèves sont tous des addicts à l'ocytocine et la dopamine. Et c'est pour ça qu'ils sont plus acharnés, c'est pour ça qu'ils sont plus tenaces dans l'activité, qu'ils font plus facilement leurs devoirs. C'est pas parce qu'ils sont plus vertueux, hein. C'est tout simplement parce qu'ils attendent de retour en cours que le prof leur dise « ouais, c'est bon ». Et comme ça, ils auront leur petite dose d'ocytocine et de dopamine. Là, c'est mon collègue Daniel Favre qui a travaillé sur ce qu'il appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense. Mais c'est un circuit vertueux. Le fait de réussir à l'école, le fait de comprendre, ça crée une dépendance à la recherche de compréhension. Et c'est ça le carburant de l'apprentissage. Donc ça, c'est la deuxième activité. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de comprendre pour avoir appris. Parce qu'on peut très bien comprendre les trucs et les avoir oubliés. Là, en ce moment, il y a les événements tragiques qui se passent en Israël et en Palestine. Quand j'écoute les informations, je comprends à peu près, pas tout, mais je comprends les informations qui sont données. Et je me dis, mais oui, mais ça, on me l'avait déjà expliqué avant. Mais je l'ai oublié. Et donc, je ne l'ai pas véritablement appris. Tout simplement parce que il manque la troisième étape. La troisième étape, c'est la mémorisation. Et mémoriser, c'est automatiser des procédures. C'est-à-dire que, alors que la compréhension, ça demande de l'énergie, on ne peut pas comprendre par hasard, il faut s'employer. Le mémoriser, c'est chercher à alléger la charge d'intensité cognitive. C'est-à-dire, j'ai mémorisé quelque chose dès lors que, lorsque j'en ai besoin, c'est mobilisé sans trop que ça me coûte beaucoup. Et donc, il n'y a qu'une seule technique pour mémoriser quelque chose, c'est la répétition. Alors là, il n'y en a pas 36. Autant pour la compréhension, il y a plein de pédagogies. Pour la mémorisation, toutes les pédagogies sont d'accord. Il faut répéter, 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 répéter. Pas forcément à l'identique, mais sur un temps long et de manière fréquente. Et au bout d'un moment, ce qui au début nous était coûteux au niveau cognitif devient un automatisme. Et c'est vachement intéressant qu'il y ait des automatismes parce que ça permet d'accéder à des niveaux de problèmes beaucoup plus sophistiqués qu'au départ. Par exemple, j'imagine chacun d'entre nous ce matin, on s'est brossé les dents. Moi, quand je me suis brossé les dents, j'ai pensé à ce que j'allais pouvoir vous dire aujourd'hui. Mais pourquoi je suis arrivé à me brosser les dents et à penser à vous ? Parce que j'ai automatisé les gestes du brossage de dents, en tout cas j'espère. Et si c'était la première fois où j'utilisais une brosse à dents, par exemple, j'aurais pas pu faire les deux en même temps. Et donc, l'automatisation, elle est absolument nécessaire à l'apprentissage parce qu'elle permet de rentrer dans une sophistication des problèmes qu'on se pose. Donc ça, c'est le troisième. Il en manque un. Il manque une activité intellectuelle pour apprendre. Donc, il suffit pas d'avoir été attentif, d'avoir compris, d'avoir mémorisé pour avoir appris. Alors, le feedback, ça, c'est plus pédagogique, s'en servir, puis c'est plus précis que ça encore. Mais la quatrième activité intellectuelle, c'est ce qu'on appelle du transfert. Le transfert, c'est la capacité développée à pouvoir réutiliser ce qu'on a compris et mémorisé, mais dans un contexte différent de celui dans lequel on l'a travaillé. Et pourquoi ça fait partie de l'apprentissage ? Ça, c'est une charge supplémentaire que la société a apportée aux enseignants. C'est-à-dire que ça date d'il y a une quarantaine d'années, ce qu'on appelle
avec l'avènement des compétences. Les compétences, la notion de compétence a été imposée au monde de l'école par le monde du travail. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de patrons qui en ont eu assez d'embaucher des jeunes diplômés qui avaient superbement réussi leurs études, mais qui, dans le monde du travail, étaient complètement inopérants. Et donc, à force de répétition, la société a demandé encore un peu plus à l'école, c'est-à-dire de faire en sorte que les élèves comprennent, mémorisent, et soient capables de le réutiliser en dehors de l'école. Et donc, il y a deux caractéristiques qui montrent cette capacité de transfert. C'est le caractère inédit de la situation, c'est-à-dire être capable de le réutiliser dans des situations que l'élève n'a jamais encore rencontrées. Et la deuxième, c'est le caractère complexe de la situation. C'est-à-dire que ce ne soit pas une situation didactisée, mais que ce soit quelque chose de vivant. Et donc là, il y a un type de pédagogie qui s'est particulièrement intéressé aux capacités de transfert. C'est tout ce qu'on appelle les pédagogies de projet. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un projet ? C'est quelque chose de concret qui n'a pas du tout la forme d'un exercice scolaire. Et lorsqu'on introduit des pédagogies de projet, on donne la possibilité aux élèves d'aller au-delà de la simple réussite à des évaluations scolaires et de réutiliser concrètement, de manière vivante et authentique, les savoirs scolaires qui ont été transmis par l'école. Et là, on arrive à un stade de l'apprentissage qu'on appelle la compétence. Et là, c'est bon, on peut dire qu'on a appris. Le souci, c'est qu'on n'a jamais appris de manière indéfinie. Si on s'arrête de l'utiliser, on l'oublie. Moi, par exemple, j'ai fait des études de mathématiques. J'étais super fort pour le calcul des intégrales. Si on me demande d'en faire une maintenant, j'ai complètement oublié. Donc j'ai plus appris, enfin j'ai désappris. Après, si je m'y remets, ça va revenir certainement plus vite que le temps qu'il m'a fallu au moment de l'apprendre en terminale. Mais là, je suis incapable. Là, je suis plus compétent. Merci beaucoup. Du coup, on a parlé de pas mal de choses. Il me semble qu'en coopération, enfin en tout cas, c'est peut-être dans mon imaginaire, mais on parle beaucoup de conseils coopératifs. Là, on est loin de tout ce qu'on vient de dire. Et est-ce que dans ma classe de 6e demain matin, je vais pouvoir mettre en place un conseil coopératif ou est-ce que ça présente moyennement de l'intérêt ? Alors, la notion de coopération en pédagogie, c'est pas une méthode d'enseignement. C'est-à-dire, ça correspond à on appelle ça des dispositifs pédagogiques. Il y a plein de façons de faire qui rentrent dans le champ de la coopération. Alors, pour montrer cette diversité, ça fait un peu longtemps qu'on utilise ce truc-là, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux, enfin, de mon point de vue. Ces dispositifs de coopération, ils peuvent être représentés dans leur diversité avec deux variables. Alors, il y a la variable de la consigne. Soit la consigne elle est donnée par un enseignant, soit la consigne est donnée par les élèves en autonomie. Et puis, l'autre variable, c'est le rapport au savoir. Les élèves sont dans une relation symétrique, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui en sait plus que l'autre, ou ils sont dans une relation dissymétrique, il y en a un qui sait et c'est intéressant pour celui qui veut savoir. Donc dans ce cadre-là, là je vous en mets quelques-uns, ils n'y sont pas tous, il y a plein de dispositifs coopératifs qui interviennent. Donc on a un peu parlé du travail en groupe, on a un peu parlé de l'entraide tout à l'heure, et celui dont Roselyne parle là, c'est les conseils coopératifs, qui sont une forme de coopération. Un conseil coopératif, c'est une réunion démocratique. Donc souvent, les élèves sont en cercle et on leur donne la possibilité de participer à l'organisation de la vie de la classe. C'est issu de ce qu'on appelle les pédagogues des républiques d'enfants. Il y a des pédagogues américains qui ont réfléchi là-dessus et il y a des pédagogues russes qui ont travaillé là-dessus. Il y a un pédagogue polonais qui a énormément fait avancer toutes les questions autour des conseils coopératifs. C'est Janusz Korczak. Pour tous ceux qui veulent écrire Korczak, ça s'écrit K-O-R-C-Z-A-K. Ça s'écrit pas du tout comment ça se prononce. C'est le pédagogue père fondateur, après sa mort, de la Convention internationale des droits de l'enfant. Qu'est-ce qu'a fait Janusz Korczak ? Alors, c'était pas un enseignant, c'était un médecin qui s'est occupé des enfants au départ avec du théâtre et de la radio éducative en Pologne, à Varsovie, à partir des années 1930. Et puis, il y a eu les événements qu'on connaît avec l'avènement du nazisme et à Varsovie, les ghettos de juifs. Korczak était un notable, il aurait pu partir, mais de par ses engagements éducatifs, il est resté sur Varsovie. Donc, il a suivi les populations juives à l'intérieur du ghetto. Et là, il y a eu des rafles. Les premiers qui ont été raflés sont les adultes, les hommes en particulier, et assez rapidement, avec des populations de plusieurs dizaines de milliers de personnes, il y a eu plein d'enfants
qui ont été livrés eux-mêmes dans les rues du ghetto de Varsovie. Korczak et quelques rares collaborateurs, ils étaient 4 ou 5, ils ont décidé de créer des maisons d'accueil de tous ces enfants-là. Sauf que c'était des enfants qui étaient en mauvaise santé, affamés, et la plupart du temps sans leur famille, sans leurs parents. Et donc il a bien fallu trouver des subterfuges pédagogiques pour faire en sorte que ce qui se passait dans ces structures d'accueil des enfants ne vire pas au chaos et à l'ultra-violence. Et donc il a introduit tout un tas de dispositifs. Il y a un dispositif qui est assez amusant, c'est la boîte aux lettres. Il disait à 2 enfants qui n'étaient pas d'accord, « Je te donne l'autorisation de te battre avec un tel, à une condition, c'est qu'avant de te battre avec un tel ou une telle, tu aies mis dans la boîte aux lettres un courrier où tu expliques pourquoi tu veux te battre avec lui ou avec elle. » Ce qu'il appelle le courrier. Et pourquoi il a fait ça, c'est que ça permet d'introduire un élément pédagogique qui sursoit la pulsion de violence. Et la plupart du temps, quand des jeunes écrivaient leur lettre et la déposaient, lorsqu'elle était lue par Korczak et qui se tournait vers cet enfant-là, cet enfant lui répondait « c'est bon, c'est réglé ». Et ça s'était réglé sans violence. Donc il a introduit des dispositifs comme la boîte aux lettres, un autre dispositif comme le tribunal des enfants, où c'était les enfants qui essayaient de créer un code pénal face aux problèmes relationnels au sein des maisons d'enfants. Et il a créé aussi des conseils coopératifs, dont le principe était de faire en sorte que les élèves participent à la création de tout ce qui constitue la dynamique de la vie de ces maisons. Donc ça a donné lieu à la Convention internationale des droits de l'enfant, et ça a donné lieu aussi au conseil coopératif d'enfants qu'on retrouve aussi beaucoup aujourd'hui dans les écoles primaires principalement, parce que ça a beaucoup été développé par les pédagogues français de la coopération, notamment le mouvement Freinet et les associations de pédagogie institutionnelle, Fernand Houry, François Toscaïès, René Lafitte. Voilà. Donc les conseils coopératifs, ce sont des instruments d'éducation à la citoyenneté par l'exercice de la démocratie participative. Et donc on donne la possibilité à des élèves réunis collectivement par des échanges démocratiques de se confronter à la rugosité des prises de décision collectives. Donc les enfants se frottent à ça, et quand il y a des élèves qui sont habitués à participer à des conseils coopératifs qui assistent à des séances télévisées de l'Assemblée nationale, ils trouvent ça scandaleux. Parce qu'il y a un président de conseil coopératif toujours, et les règles d'un conseil coopératif, c'est je serai le président du conseil, on ne se moque pas, on écoute celui qui parle, la parole sera donnée en priorité aux petits parleurs, et les gêneurs 3 fois ne pourront plus parler ni voter. Et donc, quand des enfants qui sont habitués au conseil coopératif voient ce qui se passe à l'Assemblée nationale, leur réaction spontanée, c'est de dire « mais que fait le président ?» Donc voilà, vous voyez, ça sert à ça. Alors, dans un contexte d'école primaire, un conseil coopératif, ça peut être un peu la clé de voûte d'une organisation coopérative. C'est-à-dire, quand un enfant fait une proposition, plutôt que de répondre à la proposition d'un enfant, on lui dit « t'en parleras au conseil ». En collège et lycée, c'est possible, ça existe. C'est beaucoup plus marginal pour une raison précise, c'est que dans le secondaire, en France, il y a le découpage par discipline. Et donc, il y a un problème dans les collèges et les lycées quand on veut organiser des conseils coopératifs, c'est comment on accueille la parole d'un enfant qui s'exprime sur un cours dont l'enseignant n'est pas présent. Donc, voilà, certains arrivent à trouver quelques solutions, d'autres n'y arrivent pas, et ce que je vois moi dans les collèges et les lycées, c'est qu'il y a plein de classes coopératives sans conseil coopératif. C'est pas l'alpha et l'oméga des pédagogies de la coopération. C'est un des dispositifs très puissants, très intéressants, et qui est plutôt orienté vers le climat scolaire, vers l'éducation à la citoyenneté. On fait véritablement de l'éducation à la citoyenneté que seulement de l'instruction civique et citoyenne. Mais il n'y a pas véritablement de lien comme tout ce qui est travail en groupe ou travail en équipe ou tutorat entre coopération et apprentissage. C'est une autre forme. Très bien. Je pense que je suis bien outillée pour retourner dans ma classe. Entre le conflit cognitif, les différentes étapes de l'apprentissage, là, j'ai à peu près ce qu'il me faut. Mais travailler toute seule en coopération, c'est difficile. C'est bien d'avoir le retour de quelqu'un. Et
Comment faire quand on est tout seul dans son établissement, on souhaite travailler en coopération et il doit bien y avoir des réseaux, à l'heure actuelle on vit à l'heure des réseaux et comment faire? Alors le premier élément, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire partie d'une équipe où il y a de la coopération pour commencer à s'intéresser aux pédagogies de la coopération. Coopérer et collaborer, c'est deux choses différentes. Et effectivement que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus agréable de faire partie d'une équipe au sein de laquelle on se fait de manière réciproque confiance. Mais c'est pas toujours possible et c'est pas toujours le cas, pour des raisons diverses et variées et qui sont pas toujours de l'ordre de la personnalité du chef d'établissement. C'est plus compliqué que ça. Alors ça, c'est Fernand Houry, qui est celui qui a développé la pédagogie institutionnelle chez nous, qui expliquait, qui avait pour mantra, c'était ne pas rester seul. Comment trouver du lien lorsqu'on est tout seul dans son école ou dans son collège ou dans son lycée. Alors on a deux chances aujourd'hui. La première, c'est les réseaux sociaux. Ça provoque plein de problèmes, mais ça peut aussi créer du lien entre des personnes. Moi, j'échange même des fois quasi quotidiennement avec des enseignants sur de la coopération depuis une dizaine d'années. Je les ai jamais rencontrés physiquement et on se connaît parfaitement bien. Donc voilà, le numérique peut avoir cet immense intérêt. Et puis la deuxième grosse piste, c'est il existe tout un tas de collectifs, de structures en France qui permettent justement de mettre en lien des personnes sur des questions pédagogiques comme la coopération. Bon, il y a des réseaux un peu historiques, le mouvement Freinet, qui s'appelle ICEM, l'Institut coopératif de l'école moderne, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de coopération entre adultes et entre élèves. Les associations de pédagogie institutionnelle. Ici à Paris, ça s'appelle les CEPI, C2E-C-E-E-P-I, qui sont des groupes d'enseignants qui se réunissent souvent dans des écoles ou des établissements scolaires pour réfléchir aux conditions d'organisation de pédagogie avec de la coopération. Après, il existe des associations et des mouvements pédagogiques, comme les cahiers pédagogiques, qui réfléchissent aussi de manière très active aux pédagogies de la coopération. Si vous allez sur le site des cahiers pédagogiques et que vous tapez coopération, vous verrez, il y a une liste de fiches là qu'on peut télécharger librement et qui décrivent à peu près ces éléments-là, qui sont faits par des enseignants qui réfléchissent comme ça. Une association là, qui est l'association qui en France a le plus grand nombre d'adhérents. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette association. Il y a 5 millions d'adhérents dans cette association. Ça s'appelle l'OCCE. Les adhérents sont des enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que l'OCCE? C'est l'association qui promeut les valeurs coopératives par l'éducation, par l'intermédiaire d'un dispositif qui n'est pas représenté là, mais qui s'appelle les coopératives scolaires, c'est-à-dire des associations, mais à échelle d'enfants, de manière à ce qu'ils apprennent les valeurs du coopérativisme et du mutualisme. Même dans les... J'ai la chance de voir plusieurs grandes pédagogies en France, là. Il y a une pédagogie qui parle jamais de coopération. Et en soi, c'est pas un problème. C'est la pédagogie Montessori. Maria Montessori, elle disait souvent, l'essentiel de ma pédagogie, c'est cet adage, c'est apprends-moi à faire tout seul. Et effectivement, le contraire de la coopération, c'est bien d'être tout seul. Sauf que quand on va dans une ambiance montessorienne, on voit des élèves qui coopèrent. Et quand je participe à Montpellier, il y a une école de formation des éducateurs et éducatrices montessoriens. Quand j'y vais, ils travaillent de manière coopérative. Quand je suis accueilli dans des écoles où il y a de la pédagogie Montessori, les enseignants m'interrogent régulièrement sur l'organisation de la coopération. Donc, de la coopération, il y en a partout et dans tous les mouvements pédagogiques. Je reprends moi ce que disait Fernand Houry, le plus risqué, même si c'est pas un interdit majeur, hein, il n'y aura pas de sanctions administratives ou de retrait de salaire, hein, mais le plus risqué, ça serait de se lancer dans des pédagogies comme la coopération, mais sans être en lien avec d'autres personnes, pour pouvoir en discuter tout simplement. Bon, merci beaucoup à tout le monde. Hein. Merci Sylvain, merci pour tout.